يعني جيل اخر برز منه ثلاثه عمالقه خلق وركب فضلا عن بس صنعوا امجاد دينيا مع المدرب اليوساكي. فعلا النجوم الكبار الذين اعطوا الكره الكثير وارسلنا هذا النجم الكبير الذي اعطى هدف جميل شاهدناه في هذه اللقطه. اذا دعونا نذهب الى ردود افعال المنتخبات عندما تاهلت ثم خسرت وكيف كانت ردود الافعال. حسنا صافي نبداو صافي كاين 103 on commence 104. Je pense qu'ils ont désactivé leur micro. Donc, oui, docteur Najih. Oui, docteur Tahri. Je pense qu'on peut commencer. C'est bon? Oui, docteur Faradi. Oui, bonsoir. Alors, vas-y, naturellement. Ça y est, on commence. Bonsoir tout le monde. Dans le cadre de la formation continue, notre association invite ce soir Dr Najih Hayat, cardiologue, notre ami Rani Ant Tarif, qui va nous traiter l'HTA, la prise en charge de l'HTA. Cette réunion elle est sponsorisée par les laboratoires Pfizer. Je remercie tous les participants, tous les médecins qui ont assisté à cette réunion, qui vont assister à cette réunion. Je remercie aussi le docteur Tahri Chafer qui va co-modérer avec moi cette session. Aussi l'agence Ascrea qui nous a permis cette réunion. Je vous souhaite une bonne formation et à vous la parole, docteur Najih. Avant, si tu permets, Hsna, merci. Oui. À mon tour, je te remercie. Je remercie docteur Najih d'avoir accepté de nous animer cette réunion. Je profite de l'occasion juste pour annoncer la tenue de notre congrès, notre 6e congrès de médecine générale Al-Hakim, qui cette année, Inch'Allah, va se tenir à Marrakech. On va sortir de Casa. En post-confinement, on a pensé que ça va être une bonne chose pour nous permettre de rencontrer tous nos confrères et consoeurs. C'est un congrès qui va être en présentiel à l'hôtel Savoie et Dr Najih sera avec nous pour nous animer pas mal d'ateliers et de sessions. Donc, j'invite tout le monde à demander les prises en charge et d'être présent avec nous, Inch'Allah, notre 6e congrès Al-Hakim
qui va se tenir, comme je l'ai dit, le 3 et 4 septembre à l'Hôtel Savoie à Marrakech. Merci beaucoup et bonne formation. Merci, Dr Najih. À vous la parole. Merci, Dr Faladi. Merci, Dr Tahri. Donc, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter la prise en charge de l'hypertension artérielle à la lumière des dernières recommandations. On remercie les laboratoires Pfizer qui nous ont permis de nous rencontrer aujourd'hui dans ce webinaire. La prise en charge de l'HTA, on va la traiter à la base des dernières recommandations de l'ESC 2018, des recommandations donc américaines de 2019 et des dernières recommandations de la Société internationale d'HTA de 2020. Alors, comme vous le savez, sur le plan épidémiologique, l'HTA est la première maladie chronique dans le monde. C'est un problème majeur de santé publique de par sa fréquence, son coût et sa gravité. Donc, comme vous le savez et que vous le constatez lors de votre consultation quotidienne, l'HTA est l'un des motifs de consultation les plus fréquents. D'accord. Le coût, il est très élevé. Il constitue la première cause de prescription médicamenteuse dans le monde. Et c'est une pathologie qui est très grave et sa gravité, elle réside dans ses complications. Des complications par l'atteinte des organes cibles, à savoir le cerveau, le cœur, les reins et la rétine. D'accord. C'est un facteur de risque cardiovasculaire et c'est le plus grave des facteurs de risque cardiovasculaire. Et l'HTA constitue la première cause de mortalité dans le monde avec un nombre de décès donc, qui peut aller jusqu'à plus de 10 millions de décès. D'accord. Tout ça, donc, renvoie vers l'intérêt du dépistage précoce des patients hypertendus et d'une prise en charge diagnostique et thérapeutique adaptée afin de diminuer la morbimortalité globale de cette pathologie et d'améliorer l'espérance de vie des patients. Donc, l'HTA, comme vous le savez, c'est un silent killer, donc c'est un tueur silencieux et qui est responsable de complications par l'atteinte des organes cibles, des complications cérébrales, comme vous savez, le risque d'AVC ischémique, d'AVC hémorragique, le risque d'encéphalopathie hypertensive et dernièrement, plusieurs études ont montré donc, de l'hypertension artérielle dont la survenue de démence et de déclin cérébral. Deuxièmement, les complications cardiovasculaires, à savoir les coronaropathies, l'infarctus du myocarde, le risque de troubles du rythme, à savoir la CFA, et l'insuffisance cardiaque congestive. Chez la femme enceinte, donc pour ceux d'entre vous qui font beaucoup de gynéco, donc le risque de prééclampsie, d'éclampsie, de morphétane in utero et de retard de croissance intra-utérine. Et puis les complications donc rétiniennes, à savoir donc le risque de cécité et les complications vasculaires, tous les syndromes aortiques, donc de la dissection vers l'hématome aortique. Alors, l'HTA, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, c'est le plus grave des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, il multiplie par 3 le risque de cardiopathie ischémique et d'AOMI, par 5 le risque d'insuffisance cardiaque congestive et par 8 le risque d'AVC. Donc, là, je vous ai mis que l'HTA est responsable d'une morbimortalité qui est très importante et chose qu'on savait depuis des années, c'est que l'élévation des chiffres tensionnels était directement responsable de l'augmentation de la mortalité cardiovasculaire. C'est-à-dire que pour nous et pour vous, le fait de diminuer la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique va entraîner une diminution de la morbimortalité globale. Or, ces dernières années, il y a d'autres notions qui se sont rajoutées, à savoir les notions de pression aortique centrale et la notion de variabilité tensionnelle qui se sont rajoutées au fait de diminuer les chiffres tensionnels seuls sur la pression systolique et diastolique. Alors, malgré tout ce qu'on vient de dire tout de de l'HTA, que c'est un facteur de risque cardiovasculaire, le plus grave des facteurs de risque, la mortalité cardiovasculaire qui est élevée, que c'est un tueur silencieux. Donc, et pourtant, malgré tout ça, ça reste une pathologie qui est insuffisamment dépistée, insuffisamment traitée et insuffisamment contrôlée. En France, par exemple, le quart, c'est-à-dire 20% des patients qui sont hypertendus chroniques ne sont pas traités. Et 50% des patients qui sont traités ne sont pas contrôlés. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est à l'inertie thérapeutique. Donc, cette notion d'inertie thérapeutique dans notre pratique quotidienne veut dire quoi? C'est-à-dire que vous, médecin donc de famille ou moi, médecin cardiologue, le patient, il se présente, il a une HTA qu'on a traitée, il se présente avec des chiffres tensionnels, donc mesurés 2 à 3 reprises. Vous trouvez 14,5 ou vous trouvez 15, 15,5 de tension, vous dites, c'est pas grave. Donc, ce n'est pas grave d'avoir 14,5, 15, 15,5. Or, c'est grave parce que là, vous n'êtes pas à l'objectif thérapeutique. D'accord? C'est ça l'inertie thérapeutique, c'est-à-dire de garder le patient dans des chiffres tensionnels qui ne sont pas, au fait, les cibles tensionnelles que le patient doit avoir. Alors là, je vous ai mis cette plaque juste pour parler
un mot de la physiopathologie. Et pourquoi la physiopathologie? Parce que maintenant, les patients, ils sont de plus en plus demandeurs et poseurs de questions. Donc, ils te disent, docteur, pourquoi je suis hypertendu? Et ça, vous l'entendez tout le temps. Donc là, je vous ai mis deux petites réponses donc, que vous pouvez dire donc, pour être un peu pratique. La première, c'est le fait de dire que voilà, l'hypertension artérielle, dans 90% des cas, c'est une HTA essentielle. Et quand on dit essentielle, c'est-à-dire, entre guillemets, idiopathique, on ne sait pas, au fait, il n'y a pas de relation de cause à effet. Et que dans 10% des cas, c'est secondaire. Et que 10% des cas, ça fait très peu. L'HTA secondaire, elle ne constitue que 10% de l'ensemble des HTA. Et puis, d'autres hypothèses que vous pouvez, je dis bien hypothèses, ce n'est pas des certitudes, que vous pouvez donc annoncer aux patients, c'est la relation avec la génétique. Tous, vous avez certainement des familles donc, qui sont tous des hypertendus, la maman, le père, les enfants, donc les familles d'HTA. Deuxièmement, donc, le rôle du système nerveux autonome, c'est-à-dire un patient qui est stressé. Donc, on va voir tout à l'heure dans l'HTA blouse blanche, donc un patient qui est stressé et qui est tout le temps exposé aux catécholamines. Et puis, le rôle du sodium, ce sont des patients qu'on appelle, j'ai mis ici, des sujets qui sont non modulateurs, c'est-à-dire que ce sont des sujets qui, quand ils consomment une quantité un peu excessive de sodium, ils entraînent l'élévation de la pression artérielle, contrairement à d'autres. D'accord? Alors, là, on a vu la première partie sur l'épidémiologie et la physiopathologie. La deuxième partie, c'est la partie diagnostique. Alors, dans la partie diagnostique, on va y aller doucement pour voir toutes les étapes, depuis l'entrée du patient dans votre cabinet jusqu'à ce que vous allez rédiger l'ordonnance thérapeutique. Donc, on va voir la définition actuelle de l'HTA. Donc, comment vous allez mesurer la pression artérielle au cabinet, comment vous allez classifier votre hypertension artérielle, quand est-ce que vous allez envoyer le patient pour faire un holtère tensionnel ou une mesure ambulatoire de la pression artérielle, et une fois l'HTA confirmée, quel est le bilan que vous allez réaliser et quand est-ce que vous allez demander un avis spécialisé. Donc, la première des choses, c'est la définition de l'HTA. Donc, je rappelle, chose que vous savez tous, que la pression artérielle, que l'HTA, elle est définie par une pression artérielle supérieure ou égale à 140 sur 90 mm de mercure, mesurée en consultation et persistante dans le temps. Alors là, je vous ai mis une partie à gauche et une partie à droite. Alors, la partie à gauche, c'est la technique de mesure de la pression artérielle comme définie dans les recommandations européennes de 2014 et 2018. Donc, toujours, on a et à droite, on a la technique de mesure validée par les dernières recommandations de l'année dernière, c'est-à-dire de 2020. Donc, la première des choses, c'est d'avoir un appareil automatique qui est validé avec un brassard qui est adapté à la circonférence du bras. Ça, c'est toujours valide, d'accord? Sauf, bien sûr, le seul, on va dire, contre-indication à l'appareil automatique, comme vous savez, c'est un patient qui est en fibrillation auriculaire. Donc, ce patient, vous pouvez utiliser le sphygmomanomètre. Ça, c'est premièrement. Alors, dans les recommandations anciennes, il y avait, on prend la pression artérielle, 3 mesures à 2 minutes d'intervalle. Et qu'est-ce qu'on fait? On moyenne les 3 mesures. Alors, dans les recommandations actuelles, qu'est-ce qu'on fait? On prend effectivement 3 mesures, on élimine la première mesure et on moyenne la deuxième et la troisième. Ça, c'est important parce que vous voyez toujours, par exemple, dans votre cabinet, un patient, il se présente, il est stressé, il vient, il rentre, vous trouvez, par exemple, 17,7 ou 17,8, vous le laissez se reposer 5-10 minutes et après, vous trouvez 13,7, 13,8. D'accord? Donc, actuellement, il faut éliminer la première mesure et moyenner les 2 deuxièmes. Ça, c'est très important. D'accord? Au cours de la première consultation, vous allez prendre la pression artérielle au niveau des 2 membres. D'accord? Et vous allez considérer le membre où la pression artérielle, elle est la plus élevée. Vous allez le noter sur le dossier, comme ça, à chaque fois que le patient va revenir, vous allez prendre la pression artérielle dans le membre où la pression artérielle était élevée initialement. D'accord? Alors là, dans les recommandations ancienne, c'était écrit « Le patient peut être en position assise ou allongée ». Actuellement, comme vous le voyez sur le schéma, le patient doit être en position assise, avec un dos appuyé, avec le bras qui est appuyé aussi, et bien sûr mettre le brassard qui est adapté à la circonférence du bras à 3 cm au-dessus du pli du coude. D'accord? Au repos, bien sûr, c'est toujours au repos, pendant au moins 3 à 5 minutes, et rechercher une hypotension orthostatique. D'accord? Donc, si je récapitule que les 2 principales modifications, c'est plus en position couchée, c'est en position assise. Et deuxièmement, qu'il faut faire 3 mesures en éliminant la première mesure et en moyennant les deuxième et les troisième. Alors,
Maintenant, voilà, ça, j'ai mis une question parce que ça c'est surtout quand on est en présentiel. Alors, là, pour la question, j'ai mis, est-ce que la mesure de la pression artérielle brachiale, c'est-à-dire périphérique, qu'on prend tous au cabinet, la pression au niveau du bras, est suffisante actuellement? Donc là, la réponse, c'est non. Parce que actuellement, en 2020-2021, il y a eu plusieurs études. Alors, la plus importante, d'ailleurs, c'est l'étude Ascot-Café. Donc, cette étude, elle est très importante. Alors, suivez bien. C'est que dans l'étude Ascot-Café, ils ont pris deux groupes de patients. Des patients qui étaient sous un médicament à base d'athénolol thiazidique et un deuxième groupe qui était sous amlodipine plus perindopril. Alors, pour la même baisse, pour la même baisse des chiffres tensionnels de la pression artérielle brachiale dans les deux groupes, ils ont remarqué que la mortalité et les événements cardiovasculaires, ils étaient différents dans les deux groupes. Donc là, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, voilà, ces deux groupes, il est sous athénolol thiazidique et l'autre, il est sous amlodipine plus perindopril. Les deux, on est arrivé aux mêmes cibles thérapeutiques et on a la même baisse des chiffres tensionnels. Pourquoi dans ce groupe, la mortalité est moindre par rapport à l'autre? Alors là, qu'est-ce qu'il y avait? Ils ont remarqué, ils ont étudié la pression aortique centrale, c'est-à-dire la pression au niveau de l'aorte. Et il faut savoir que la pression aortique centrale, c'est la pression que subissent les organes cibles directement. D'accord? C'est pour ça que c'est très important. Et donc, il y avait dans le groupe où il y avait l'amlodipine plus le perindopril, il y avait une diminution plus importante de la pression aortique centrale par rapport au groupe athénolol thiazidique. Et c'est ça ce qui a expliqué la diminution des événements cardiovasculaires et de la mortalité dans le groupe amlodipine covercile par rapport au groupe athénolol thiazidique. Et là, pourquoi ça c'est important? Parce que les Américains actuellement, ils ont une nouvelle approche de la pression artérielle et ils ont fait des tensiomètres qu'ils utilisent en pleine consultation. C'est des tensiomètres qui mesurent la pression au niveau de l'aorte, c'est-à-dire la pression aortique centrale. Alors, c'est un tensiomètre qui coûte à peu près 600, 700 $, d'accord? Mais ça existe et les gens, ils commencent à faire ça. C'est pour ça que j'ai trouvé très important que vous ayez dans votre tête aujourd'hui cette notion de pression aortique centrale parce que c'est un facteur de risque cardiovasculaire qui est indépendant de la pression artérielle brachiale. Alors, là, on a parlé de la définition. Maintenant, on passe à la classification. On va passer vite ici parce que, comme vous savez, la classification actuelle de la pression artérielle, c'est en 3 stades. HTA grade 1, c'est l'HTA légère. HTA grade 2, c'est l'HTA modéré. Et l'HTA grade 3, c'est l'HTA supérieur à 18 sur 11. Et donc, c'est l'HTA sévère. Alors, je vous ai mis cette plaque juste pour vous dire que pour les Américains, c'est plus la même chose. Alors, dans les recommandations américaines de l'ACC 2017, maintenant, ils ont défini l'hypertension artérielle comme une pression artérielle systolique qui est supérieure à 130 sur 80. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, si tu as 135 sur 85, tu es hypertendu. D'accord? Et heureusement que, je dis heureusement, que nous, on suit plus les recommandations européennes, qu'on est toujours à 14 sur 9, parce que déjà, quand les Américains, ils ont annoncé cette nouvelle, du jour au lendemain, il y a eu plus de 4 millions d'Américains qui se sont réveillés hypertendus. D'accord? Donc, voilà. Alors, comment vous allez faire pour confirmer votre diagnostic en mesure ambulatoire? Alors, là, le patient, il est devant vous. Vous avez pris votre pression artérielle, vous avez suivi les recommandations, vous avez pris la pression artérielle à 3 mesures, vous avez éliminé la première mesure, vous avez moyenné les deuxièmes, vous avez trouvé des chiffres tensionnels qui sont élevés, vous avez fait votre classification. Donc, soit votre patient, il est en HTA grade 1, soit en HTA grade 2, soit en HTA 3, c'est-à-dire qu'il est en hypertension artérielle sévère. Alors là, la question, c'est à quel moment vous allez directement démarrer le traitement et à quel moment vous allez demander plutôt une mesure ambulatoire de la pression artérielle ou envoyer le patient faire un holter tensionnel ou carrément faire le holter tensionnel dans votre cabinet pour les médecins d'entre vous qui ont déjà un holter tensionnel. Alors là, la réponse, c'est quoi? C'est que dans les dernières recommandations, un patient qui a une HTA grade 1 ou 2, d'accord, c'est-à-dire une HTA, une pression artérielle systolique entre 14 et 18, c'est un patient chez qui vous allez demander systématiquement une mesure ambulatoire, c'est-à-dire soit une automesure à domicile, soit une mesure ambulatoire par un holter tensionnel. Si le patient se présente chez vous avec une HTA grade 3 qui est confirmée par les 3 mesures au cabinet, là, systématiquement, vous allez démarrer votre traitement antihypertenseur sans demander une mesure ambulatoire, soit un holter, soit une automesure à domicile. D'accord? Donc, je récapitule. Si le patient se présente en HTA grade 1 ou 2, il faut
demander une mesure ambulatoire. Quand on dit mesure ambulatoire, ce n'est pas le holter. Mesure ambulatoire veut dire soit une automesure à domicile, soit un holter tensionnel. Si le patient a une pression artérielle qui est supérieure à 18, c'est-à-dire qu'il est venu vous voir en HTA grade 3 sévère, il faut démarrer le traitement. Alors là, parce que j'ai beaucoup d'amis de médecins généralistes qui font le holter tensionnel, donc je vous ai mis là une partie sur le holter tensionnel pour que vous puissiez donc le faire et bien l'interpréter. Alors, la MAPA, le holter tensionnel, il a un apport très important. Donc, il permet, bien sûr, comme je l'ai dit, d'affirmer ou d'infirmer le diagnostic d'HTA. Il vous permet de voir le profil tensionnel global sur les 24 heures, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la charge tensionnelle globale du patient, d'évaluer le rythme circadien et d'évaluer la variabilité tensionnelle. Et là, comme je vous ai parlé de pression aortique centrale, maintenant, on va voir tout à l'heure la variabilité tensionnelle pour voir l'importance de cette notion actuellement. D'évaluer le risque cardiovasculaire du patient, de prendre une décision par rapport à la chronothérapie, d'accord, c'est-à-dire l'heure où vous allez donner le traitement, faire le diagnostic d'HTA masqué et d'HTA blouse blanche, et pour les gens qui font le holter de contrôle de patients sous traitement antihypertenseur, il vous permet d'évaluer l'efficacité de votre traitement, et c'est le seul moyen pour permettre de faire, on va voir tout à l'heure, le diagnostic d'HTA nocturne. D'accord? Donc, la réalisation, bien sûr. Alors, le patient, il doit placer le holter en journée d'activité, c'est-à-dire que vous n'allez pas placer le holter le week-end, d'accord? Parce que le patient, en général, soit il va être en hyperactivité, c'est-à-dire qu'il va partir faire le sport. Or, le patient ne doit pas faire le sport quand il est porteur de son holter tensionnel, soit il va rester au repos et là, vous n'aurez pas le jour d'activité normale du patient. Donc, on le place du lundi au vendredi et on demande au patient de venir placer le holter et de repartir travailler. D'accord? Donc, on fait les réglages, on fait la prise de pression artérielle doit être faite toutes les 15 minutes le jour, toutes les 30 minutes la nuit. Parfois, on peut rajouter 5 minutes, c'est-à-dire toutes les 20 minutes si le patient, vous voyez qu'il a un profil un peu stressé et qu'il va être dérangé par les prises répétitives. Il faut donc le calibrer 20 minutes le jour et 45 minutes la nuit. Vous le mettez dans le bras qui est non dominant et que le patient il reste chez vous au cabinet jusqu'à ce que les premières mesures soient faites. Comme ça, vous vous assurez du bon fonctionnement du holter. D'accord? Alors, bien évidemment, lors de la réalisation de votre holter, quand vous avez donc les résultats, il faut, la première des choses, de voir si les mesures qui ont été faites sont valides. Et pour avoir un test valide, il faut au moins plus de 70% des mesures valides. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que les valeurs de la pression artérielle systolique, quand le patient il porte le holter, ce n'est pas la même chose. Donc, vous vous rappelez que la définition de la pression artérielle dans votre cabinet médical, c'est une pression qui est supérieure à 14/9. Dans le holter tensionnel, ce n'est pas ça. Le holter, il vous donne 3 moyennes. La première, c'est la moyenne du jour. Alors, la moyenne du jour, ça doit être inférieur strictement à 135/85. La moyenne de la nuit doit être strictement inférieure à 120/70 et la moyenne des 24 heures doit être strictement inférieure à 130/80. D'accord? Alors, bien évidemment, le holter, comme je l'ai dit, il va vous permettre d'évaluer la variabilité tensionnelle. Là, je passe parce que je vous ai mis carrément une plaque de holter où il y a la variabilité tensionnelle et d'évaluer la pression artérielle nocturne pour savoir si le patient il est deeper ou non deeper. Et là, entre parenthèses, pour les patients qui ne savent pas c'est quoi un patient deeper, normalement, chez un sujet normal qui n'est pas hypertendu. Alors, tout sujet normal, il y a une diminution de la pression artérielle la nuit, d'accord, de 10 à 15-20%, d'accord? Donc, un patient qui ne fait pas diminuer sa pression artérielle nocturne, c'est un patient qui est non deeper. D'accord? Donc, un patient non deeper, c'est un patient, quand vous allez faire le holter, vous allez trouver que la pression artérielle est élevée le jour et élevée la nuit. D'accord? Et il y a carrément des patients qui sont extrêmes deeper, c'est-à-dire que ce sont des patients chez qui la pression artérielle, elle va chuter de plus de 20% la nuit. D'accord? Alors, là, je vous ai mis, maintenant on est en distanciel, donc peut-être qu'on va refaire ça en présentiel, comme ça je vais pouvoir vous poser des questions. Alors là, le holter, donc pour les gens qui ne font pas ou qui n'ont pas de holter dans le cabinet, donc je rappelle que là, c'est la pression artérielle systolique, ce qui est en haut, et là, c'est la pression artérielle diastolique. Alors, la première partie, le patient, il a placé le holter à 11 heures. Donc, de 11 heures jusqu'à 23 heures, c'est le jour. Et de 23 heures jusqu'à 10 heures du matin ou 11 heures, c'est la nuit. D'accord? Alors, comme vous voyez ici, tout ce qui est vert, c'est normal et tout ce qui est rouge, c'est anormal. Et là, il n'y a pas photo, bien évidemment. Le patient, le diagnostic, c'est une HTA systolo-diastolique, c'est-à-dire qu'il a une élévation des chiffres tensionnels le jour, d'accord? Et la nuit, c'est-à-dire qu'il est non deeper, et il a une élévation des pressions artérielles systoliques
et de la pression artérielle diastolique. Donc, c'est une hypertension artérielle systolo-diastolique, d'accord, avec un profil non dipeur, c'est-à-dire que c'est un patient qui a une HTA et qui ne fait pas diminuer ses chiffres tensionnels la nuit. Et ça, ce sont des patients qui ont un mauvais pronostic parce que, comme on va le voir tout à l'heure, c'est que les événements cardiovasculaires, ils surviennent le plus souvent lors du petit matin. Alors, là, c'est un deuxième holter que je vous ai apporté du cabinet. Donc, là, c'est très important d'écouter et d'analyser avec moi ce holter. Là, cette image, ce n'est pas l'image précédente. Donc, si vous analysez ce patient, alors ce patient, s'il vient vous voir ici, c'est-à-dire il vient vous voir à 10h, 11h du matin, vous allez trouver une pression artérielle normale. D'accord? Vous allez la reprendre à 2-3 mesures, vous allez lui dire, monsieur, vous n'êtes pas hypertendu. D'accord? Ensuite, le patient, il va repartir chez lui et il va prendre sa pression artérielle, et bien, il va trouver une pression artérielle qui est élevée. Ensuite, il va reprendre une deuxième fois, il va trouver une pression artérielle normale. Et puis, ça va de soi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la variabilité tensionnelle. Ce terme, c'est très important parce que toutes les études actuelles qui se font sur les médicaments, ils doivent évaluer si le médicament, il agit sur la variabilité tensionnelle ou pas. Ça, c'est très important parce que la variabilité tensionnelle est considérée actuellement comme étant un facteur de risque indépendant d'événements cardiovasculaires et de mortalité globale. D'accord? Donc, je rappelle pour vous, c'est quoi la variabilité tensionnelle? C'est une large variation de la pression artérielle qui est constatée par heure et sur les 24 heures. D'accord? Et que la variabilité tensionnelle, elle est directement corrélée à l'atteinte des organes cibles, au risque de développer une HVG, c'est-à-dire une hypertrophie ventriculaire gauche, le risque d'atteinte cérébrale et le risque de micro-ALB et d'atteinte de la paroi vasculaire. Et comme j'ai dit, c'est un facteur qui est directement lié à la survenue d'événements cardiovasculaires. D'accord? Alors, si on veut récapituler, c'est que maintenant, la notion que vous devez apprendre aujourd'hui, c'est que oui, tout le monde sait que si je fais diminuer les chiffres tensionnels sur la pression artérielle systolique et diastolique, je fais diminuer également le risque cardiovasculaire. Mais je dois agir également sur la pression aortique centrale et je dois agir sur la variabilité tensionnelle. Pourquoi? Parce que les études, je vais vous montrer, c'est qu'à un niveau tensionnel égal, si le patient il garde une variabilité tensionnelle artérielle, une variabilité tensionnelle importante, on va avoir une augmentation du risque cardiovasculaire. D'accord? Donc, voilà la conclusion, c'est que la variabilité tensionnelle et le niveau tensionnel sont actuellement les deux facteurs indépendants et déterminants du risque cardiovasculaire chez le patient hypertendu. Alors là, je vous ai mis tout à l'heure l'étude Ascot-Café, si vous vous rappelez, c'est l'étude qui a évalué la pression aortique centrale. Là, c'est l'étude Ascot-Variabilité. Alors, c'est la même chose, à l'instar de l'étude Ascot-Café. Donc, l'étude Ascot-Variabilité, ils ont évalué les deux groupes de patients, d'accord? Les patients qui étaient sous athénolol thiazidique et le deuxième groupe qui était sous pérandopril amlodipine, pour voir pourquoi ces deux groupes, ils avaient donc un pronostic cardiovasculaire qui était différent, avec une même baisse des chiffres tensionnels, que ce soit sur la pression brachiale, que ce soit sur la pression aortique centrale. Et bien, ils ont étudié la variabilité tensionnelle de ces patients et ils ont remarqué qu'à diminution égale des chiffres tensionnels, que ce soit sur la pression aortique centrale ou sur la pression brachiale, il y avait une différence de la mortalité et des événements cardiovasculaires qui survenaient à cause de la variabilité tensionnelle qui restait élevée chez le groupe de patients qui prenaient de l'athénolol plus thiazidique versus le groupe de patients qui prenaient de l'amlodipine plus du pérandopril. D'accord? Donc, déjà là, au niveau de cette première partie, on anticipe sur le traitement. C'est-à-dire que vous devez actuellement, si on vous présente un produit, demander la baisse des chiffres tensionnels et les de combien. Est-ce qu'il a une action sur la pression aortique centrale et est-ce qu'il a une action sur la variabilité tensionnelle? Donner un médicament de longue durée d'action et éviter les médicaments qui sont à courte durée d'action, qui entraînent des variabilités importantes de la pression artérielle. Et de là, comme vous vous rappelez très bien de l'affaire de la nifedipine, qu'on prenait en sublingual, maintenant, elle est totalement contre-indiquée parce qu'effectivement, elle entraîne une chute brutale de la pression artérielle et ensuite, la pression artérielle, elle remonte. Et ça, c'est effectivement la variabilité tensionnelle qui est associée à un risque cardiovasculaire élevé. Alors, là, je vous ai mis juste une plaque. Elle dit c'est à titre pratique. Ça, c'est une patiente qui est venue me voir 2-3 fois. Pour vous dire l'intérêt de toujours croire les patients, si le patient, vous suspectez une HTA, vous faites un holter tensionnel. Si vous l'avez, vous le faites. Si vous ne l'avez pas, vous le demandez à votre cardiologue correspondant. Ça, c'est une patiente qui est jeune, qui a 42 ans.
qui est venue me voir donc 2-3 reprises avec des signes d'HTA, c'est-à-dire qu'elle avait des céphalées matinales, des bourdonnements des oreilles, et moi, au cours du cabinet, je prenais moi la tension à 3 reprises, je demandais à mon assistante de la prendre, je demandais à la patiente de la prendre chez elle à domicile. On avait toutes les 3 des chiffres tensionnels normaux pendant le jour dans ma consultation et la patiente quand elle faisait une automesure à domicile. Alors là, je lui ai placé le holter tensionnel et qu'est-ce que vous voyez ça? C'est quoi? C'est l'HTA isolé la nuit. C'est une HTA nocturne isolée. Et ça, c'est une sous-catégorie de l'HTA masquée, c'est-à-dire que la patiente, elle est normale durant le jour, mais au cours de la nuit, elle fait une HTA qui est sévère. Et là, c'est un pronostic cardiovasculaire qui est très néfaste parce qu'elle a un risque de faire des événements cardiovasculaires, de faire de l'AVC, une atteinte rénale et une atteinte oculaire. Alors là aussi, je vous ai mis ce holter. Alors, si vous voyez ce holter, donc je rappelle que ça, c'est la pression artérielle systolique. En bas, c'est la pression artérielle diastolique. Là, la première partie de 10h à 23h, c'est le jour. Ensuite, c'est la nuit. Et donc, vous voyez qu'à 99%, c'est un holter qui est normal parce qu'il n'y a que du verre. D'accord? Mais si vous analysez plus minutieusement le holter, vous allez voir cette petite partie ici. D'accord? Donc, cette petite partie rouge, c'est quoi? C'est la définition de l'HTA blouse blanche. C'est-à-dire que la première mesure que la patiente a faite chez moi au cabinet, elle était élevée. Et une fois la patiente elle est sortie, eh ben, il y avait plus d'élévation des chiffres tensionnels. Donc, c'est la définition de l'HTA blouse blanche. Et pourquoi je vous ai mis cette plaque? C'est juste pour vous placer un mot par rapport à l'HTA blouse blanche, parce que je pense que nous aussi on faisait ça. C'est que quand tu trouves un patient qui a une HTA blouse blanche, tu les as fait sidier la carrette trilati, parce que j'ai un le cabinet, ça fait la meuf que je tension, tu peux partir. Alors, les dernières recommandations, ils mettent une partie importante sur l'HTA blouse blanche, qui est définie bien sûr par une HTA qui est élevée au cabinet et qui est normale à domicile et normale lors du holter tensionnel. Alors, c'est une pathologie qui est quand même fréquente, elle touche 10 à 25% de la population, que la cause, c'est l'anxiété qui est générée par la visite médicale. Et là, j'insiste sur le plan physiopathologique, c'est une dysrégulation du système nerveux autonome qui a une réponse qui est anormale au stress. C'est-à-dire que le patient, il vient, il stresse, il y a l'augmentation de la pression artérielle, l'augmentation de la fréquence cardiaque, et quand il sort, il redevient normal. Mais le patient, quand il vient vous voir, peut-être dans d'autres situations de la vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que sa paroi vasculaire, elle est exposée de façon répétitive à un stress dû aux catécholamines. Et donc, ceci entraîne quoi? Une dysfonction endothéliale qui peut être responsable, ultérieurement, vous allez voir, d'une HTA qui est soutenue alors qu'il avait initialement juste une HTA blouse blanche. Donc, c'est ce que je vous ai mis ici, que initialement, pendant des années, ce n'était pas considéré comme une HTA réelle. Mais actuellement, dans les dernières recommandations de l'ESC 2019, l'HTA blouse blanche est considérée comme un facteur de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que si vous avez chez vous, dans le cabinet, un patient qui se présente avec une HTA blouse blanche, gardez dans votre tête que c'est un patient qui a un risque cardiovasculaire qui est intermédiaire entre le patient réellement hypertendu et un patient qui est non hypertendu. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut demander au patient de modifier son style de vie, c'est-à-dire les règles hygiéno-diététiques. S'il fume, il doit arrêter de fumer. S'il prend de l'alcool, il doit réduire la consommation de l'alcool, de faire une activité physique régulière, de diminuer son poids, d'équilibrer ses apports salés. Et j'ai mis ici en rouge la surveillance et le suivi des patients. Donc moi, actuellement, qu'est-ce que je fais? Les patients ados, je leur dis, écoutez, je dois vous voir 1 ou 2 fois par an. Mais entre-temps, achetez un tensiomètre automatique et prenez votre tension 1 à 2 fois par semaine. Si votre tension est normale, si votre tension est élevée, revenez me voir. Donc, un des messages que je vais vous faire passer par rapport à l'HTA blouse blanche, que je suis sûre que vous voyez quotidiennement, c'est de ne pas laisser les patients partir dans la nature. Donc, il faut leur expliquer que oui, maintenant, vous n'avez pas une HTA réelle, mais c'est un facteur de risque cardiovasculaire, que peut-être vous allez évoluer vers une réelle HTA et qu'il faut surveiller votre pression artérielle 1 à 2 fois par semaine et venir me voir 1 à 2 fois par an. Donc voilà, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que les dernières recommandations internationales de 2020, ils considèrent donc l'HTA blouse blanche comme un facteur de risque cardiovasculaire, que ce sont des patients qui ont un pronostic qui est intermédiaire entre un patient qui n'est pas hypertendu et un patient réellement hypertendu, et que ce sont des patients qui sont exposés à développer ultérieurement une HTA qui est persistante et qui nécessite un traitement médical. Alors maintenant, rapidement par rapport à l'automesure, donc je sais que ceux parmi vous qui n'ont pas de holter tensionnel, bien sûr, qui ont l'automesure et ils demandent aux patients de partir faire l'automesure. L'automesure, la règle des 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, 3 jours suivis. En rouge, juste par rapport au DSM
recommandations. La seule différence par rapport aux anciennes recommandations, c'est pas 3 jours, c'est 3 à 7 jours. C'est, pardon, 4 à 7 jours. D'accord? Donc, initialement, c'était 3 prises le matin, 3 prises le soir. Ça va de soi. D'accord? Et 3 jours suivis. Maintenant, c'est pas 3 jours suivis, c'est 4 à 7 jours. C'est la seule modification. Alors, donc on a vu l'épidémio, on a vu la physiopathologie, on a vu que vous allez faire le diagnostic et confirmer l'HTA. Soit vous allez la confirmer si c'est directement une HTA grade 3, soit vous allez faire une automesure, soit vous allez faire un holter tensionnel. Donc, une fois que votre patient il est confirmé comme étant un patient hypertendu, vous avez plusieurs étapes à suivre ultérieurement. Vous allez rechercher les signes d'HTA secondaires, rechercher les autres facteurs de risque, évaluer le risque cardiovasculaire et voir le retentissement sur les organes. Alors, dans l'interrogatoire, c'est très important, donc ça vous le faites tout le temps, mais j'insiste juste sur la prise médicamenteuse. C'est que toujours quand un patient hypertendu vient vous voir, il faut demander les médicaments qu'il prend à la recherche d'un HTA secondaire, c'est-à-dire si le patient il est sous corticothérapie, sous contraception orale, s'il prend au long cours des anti-inflammatoires qui peuvent faire augmenter les chiffres tensionnels ou entraîner une atteinte rénale qui, elle, sera responsable de l'augmentation des chiffres tensionnels. Vous allez demander les facteurs de risque cardiovasculaire, on va voir vers la fin, pour faire une prise en charge globale du patient. Tu ne peux pas traiter l'HTA et ne pas traiter un éventuel diabète ou une dyslipidémie, un patient qui fume ou qui est obèse. D'accord? Donc, vous allez rechercher les signes d'HTA secondaire et évaluer le risque cardiovasculaire du patient. Là, je vous ai mis une plaque juste pour vous rappeler un peu des signes d'HTA secondaire. Donc, parce que l'HTA secondaire, pour vous, c'est très difficile. Déjà, commencer par la clinique. Donc, la clinique, vous faites l'auscultation les webinaires, faites l'auscultation para-ombilicale à la recherche d'un souffle en para-ombilical qui va vous orienter vers la sténose de l'artère rénale. Deuxièmement, voyez le profil des patients. Si c'est un patient qui a un profil cochénoïde, donc vous allez penser à une HTA secondaire d'origine hormonale. Deuxièmement, les patients qui sont obèses. D'accord, et qui viennent vous voir s'ils ont donc une obésité plus un petit coup, donc vous allez penser au syndrome d'apnée obstructive de sommeil. Vous allez chercher un syndrome odémateux qui va vous faire orienter vers une insuffisance rénale et vous allez rechercher, donc ça c'est très 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 rare, d'accord, la diminution des pouls des membres inférieurs qui vont vous orienter vers une éventuelle coarctation ischémique de l'aorte. Alors, bien évidemment, ça, on ne va pas tarder. Vous savez tous qu'une fois le patient, il est devant vous, vous avez confirmé votre HTA et donc vous avez fait votre classification. Est-ce que le patient est grade 1, 2 ou 3? Que vous allez rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien sûr prendre une ordonnance et dresser le bilan de première intention du patient hypertendu, sodium, potassium, créatinine avec DFG, la glycémie, un bilan lipidique, une protéinurie et vous allez faire un ECG de repos. Donc, là, je vous ai mis cette plaque que vous devez garder en tête. C'est que quand est-ce que vous allez penser à un HTA secondaire, et là je vais passer rapidement parce que l'HTA secondaire ne court pas les rues, il faut y penser, il faut y penser devant un examen clinique qui est anormal, comme je viens de le montrer dans la plaque précédente, mais il faut penser à l'HTA et demander au cardiologue correspondant de vous faire un bilan d'HTA secondaire s'il s'agit d'une HTA sévère, d'une HTA maligne, un patient qui se présente avec une urgence hypertensive, une HTA résistante, donc je rappelle que l'HTA résistante, c'est une HTA qui est résistante à 3 traitements antihypertenseurs à dose maximale pendant plus d'un mois et que vous avez rajouté de l'aldactone et que le patient a toujours une HTA qui est non équilibrée, l'HTA du sujet jeune, moins de 40 ans, une anomalie de l'examen clinique, là je vous ai montré les anomalies de l'examen clinique, un patient chez qui vous avez demandé ce bilan et que vous retrouvez une insuffisance rénale ou une hypokaliémie, et là vous allez penser à l'HTA hypokalémium, comme les adénomes de Cohn et les phéochromocytomes, et en cas d'insuffisance rénale. Donc, vous trouvez une HTA sévère, donc vous demandez le bilan, vous trouvez une insuffisance rénale sévère au stade de dialyse. Donc, bien sûr, là, vous le voyez vous aussi tout le temps. Alors, la dernière question sur le plan diagnostic, c'est quand est-ce que vous allez demander un avis spécialisé. Alors, l'avis du cardiologue. Donc, vous allez demander un avis du cardiologue, premièrement, si vous avez une anomalie l'électro. D'accord, on va voir, je vous ai mis 2 plaques sur le CG. Bien évidemment, on va voir sur l'électro, soit vous trouvez une hypertension ventriculaire gauche, et donc vous devez envoyer le patient pour faire une échographie cardiaque, à la recherche d'une HPG, pour prendre la masse myocardique, à la recherche d'une augmentation de la taille de l'oreillette gauche, d'augmentation de la pression de remplissage, une insuffisance cardiaque congestive, donc tout ça. Deuxièmement,
La suspicion d'HTA secondaire, on vient de le voir, donc vous suspectez un HTA secondaire devant des anomalies de l'examen clinique ou devant des anomalies du bilan systématique que vous avez demandé, donc le bilan initial, et là, donc, vous envoyez le patient, et ça, c'est pour le cardiologue. Deuxièmement, l'avis d'un néphrologue, donc vous allez envoyer le patient chez un néphrologue si vous trouvez bien évidemment une protéinurie ou un bilan rénal qui est perturbé, ou que vous avez suspecté un HTA rénovasculaire devant un souffle para-ombilical bilatéral ou unilatéral. Vous avez demandé donc un écho Doppler des artères rénales, vous avez trouvé une sténose artérielle, donc vous l'envoyez chez le nephro. Alors pour l'avis ophtalmo, ça j'insiste, je l'ai mis en rouge. Tout patient que vous suivez qui a une HTA grade 2 ou 3, c'est-à-dire dès que la pression artérielle systolique est supérieure à 130, il faut demander un avis ophtalmo une fois par an. D'accord? Et insister, bien sûr, l'ophtalmo va le faire, mais vous demandez un fond d'œil à la recherche d'une rétinopathie hypertensive. Bien évidemment, un avis neurologique peut être demandé en cas de signes neurologiques ou de troubles cognitifs. Alors là, juste un mot, ça on l'a fait plusieurs fois dans les ateliers de CG. Bien évidemment, vous faites tous le CG, vous l'avez dans votre cabinet. Ça fait partie du bilan systématique d'un patient qui est hypertendu. Et donc, quand vous allez faire le CG, vous allez rechercher une HVG. Donc, l'HVG étant définie par un indice de Sokolov qui est supérieur à 35. Donc, je rappelle que l'indice de Sokolov, c'est de prendre l'amplitude de l'onde S en V1 et l'amplitude de l'onde R en V5, V6. Si c'est supérieur à 35, donc c'est une HVG électrique. Et bien évidemment, comme je le dis toujours et je le redis, l'indice de Cornell est plus spécifique que l'indice de Sokolov. Et je rappelle que l'indice de Cornell, c'est l'amplitude de l'onde R en AVR plus l'amplitude de l'onde S en V3. D'accord? Alors là, je vous ai mis juste pour mémoriser. Là, c'est un ECG d'un patient qui est hypertendu. Donc là, vous voyez déjà les QRS qui sont intriqués. Donc déjà, vous pensez déjà visuellement à une HVG. Et si vous prenez le Sokolov, c'est-à-dire la longueur de l'onde S en V1, V2 et l'onde R en V5, V6, vous avez trouvé que c'est largement supérieur à 35 mm. Très bien. Alors maintenant, on a vu toute la partie diagnostique. Alors maintenant, c'est la partie thérapeutique. Alors, pour la partie thérapeutique, bien évidemment, il y a deux temps. Un temps éducatif du patient qui est très important, d'accord? Et un temps de prescription médicamenteuse. Donc, bien évidemment, tout patient qui est devant vous, il faut l'informer du risque d'HTA, d'accord? Parce que je vais dire la majorité, on va le voir tout à l'heure, de nos patients, qu'est-ce qu'ils font? Tu lui donnes le traitement. Si tu ne le sensibilises pas en disant que c'est une maladie qui est grave, que s'il arrête son traitement, il va qu'il va faire des complications cardiovasculaires et que, comme je dis moi, au lieu de traiter l'HTA, on va traiter ultérieurement et l'HTA et ses complications. Donc, le temps éducatif est très important pour insister que c'est une maladie chronique, que le fait de donner un traitement qui va équilibrer la pression artérielle ne veut pas dire que le patient il est guéri. Qu'une fois qu'il va arrêter son traitement, le lendemain, il reste des chiffres tensionnels qui sont élevés. Ça, c'est très important. Alors, deuxièmement, les mesures hygiéno-diététiques, bien sûr, perte de poids, arrêter de fumer, diminuer la consommation de l'alcool et pour les apports sodiques, le patient hypertendu, il a le droit de consommer 6 à 8 grammes de sel par jour. D'accord? Et bien sûr, consommation de légumes et de fruits et d'acides gras insaturés. Alors, la première question, Lendi, enfin question, moi je vais répondre, mais parce que on est d'abord en distanciel. Alors, le seuil de la pression artérielle qui nécessite un traitement. Donc, ayez passant, j'ai un traitement, mais si quel que soit l'âge, tu vas traiter à partir de 14,9. Donc, dans les dernières recommandations, chez toutes les catégories, il faut démarrer le traitement antihypertenseur à partir d'une pression artérielle supérieure à 14,9. Sauf chez le sujet âgé. Et actuellement, le sujet âgé, c'est défini par un âge qui est supérieur à 75 ans, même si les recommandations 80 ans. Alors là, vous savez que le sujet âgé, on peut tolérer 14,5, 15 de tension. D'accord? Donc, les recommandations, ils mettent que le sujet âgé, tu démarres à partir d'une pression qui est supérieure ou égale à 160 sur 90 mm de mercure. D'accord? Alors, deuxièmement, c'est quoi ton objectif? C'est-à-dire que tu vas mettre le patient, tu as mis un temps éducatif, tu as expliqué les règles hygiéno-diététiques, tu as fait une prescription médicamenteuse, tu as donné un rendez-vous de contrôle à ton patient. Alors, c'est quoi ta cible thérapeutique? Alors, il faut savoir que tout patient hypertendu doit avoir une cible thérapeutique inférieure à 140 sur 90. C'est-à-dire ce qu'on a 14 sur 9. Sauf chez le patient diabétique
D'accord? Le patient diabétique, on a bien sûr, vous traitez les patients diabétiques, vous savez que leur risque cardiovasculaire il est très élevé, et là, on vise un peu moins. On vise une pression artérielle systolique entre 12 et 13, et une pression diastolique entre 7 et 8. D'accord? Et là, j'ai mis en rouge qu'il ne faut jamais, jamais faire baisser les chiffres tensionnels au-dessous de 12/7. D'accord? Alors là, je me répète, ça c'est les recommandations. Et vous voyez, c'est comme je l'ai fait ici. Donc même dans les recommandations, c'est mis en rouge. Note, mettre la pression artérielle systolique au-dessous de 120 mm de mercure. Alors maintenant, vous avez pris votre ordonnance. Quel traitement antihypertenseur vous allez utiliser? Alors, dans votre tête, vous vous dites que l'HTA, comme j'ai dit au début, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, que c'est le plus grave, que votre objectif, c'est de diminuer le risque cardiovasculaire du patient, de diminuer le risque de mortalité, parce que c'est un facteur de risque qui est très grave et pourvoyeur d'une mortalité qui est très élevée. Alors, dans les anciennes recommandations, si vous vous rappelez bien, il disait que les recommandations de 2014 et 2016, il disait que dans le traitement médicamenteux d'un patient hypertendu, tous les traitements antihypertenseurs se valent. C'est ce qu'il disait initialement. Alors maintenant, ils sont revenus sur ça. Donc déjà, les recommandations de l'ESC 2018, ils te mettent qu'il faut mettre un traitement antihypertenseur qui a prouvé son efficacité sur la mortalité et la morbidité cardiovasculaire. D'accord? Donc ça, c'est important. Là, dans la prise en charge thérapeutique, je vais vous donner les recommandations donc, de 2020 de la Société internationale d'HTA. Et pour vous dire, bien, non pas seulement maintenant, ils disent qu'il faut un médicament qui diminue la morbimortalité globale, mais d'abord, ils vous précisent 5 ans. Bien sûr, un médicament qui a ses preuves sur la diminution de la morbimortalité, que c'est un traitement qui doit être en prise unique, que le traitement, il doit couvrir les 24 heures et qu'il doit être bien toléré par le patient. D'accord? Alors, la première des choses, un traitement qui diminue, qui réduit la pression artérielle. Donc, tous les traitements antihypertenseurs donc, réduisent les chiffres de la pression artérielle systolique et diastolique. Et là, je place un mot par rapport à l'amlodipine pour dire que déjà, l'amlodipine, avec un traitement à base d'amlodipine, on arrive à la diminution de la pression artérielle de plus de 20 mm de mercure. Deuxièmement, la couverture des 24 heures et le rapport Val-Epic. Ça, c'est très important. C'est que quand vous donnez un traitement à votre patient, vous allez vous dire, je traite mon patient et je dois couvrir les 24 heures. Pourquoi tu dois couvrir les 24 heures? Eh bien, parce que tu sais très bien que tu dois couvrir, je vais vous le montrer tout à l'heure, que tu dois couvrir le pic matinal parce que les événements cardiovasculaires surviennent essentiellement dans le petit matin. Et donc, tu dois te dire que je dois choisir un médicament qui a un rapport Val-Epic élevé et la couverture des 24 heures. Et là, je vous ai mis cette table pour vous dire que les principales molécules dont on dispose actuellement et qui ont le rapport Val-Epic le plus élevé, c'est 1, l'amlodipine, 2, le perindopril et 3, le telmisartan. D'accord? Ce sont les médicaments qui ont le rapport Val-Epic le plus élevé. Deuxièmement, la couverture des 24 heures. 3 principales molécules qui couvrent les 24 heures. L'amlodipine, le perindopril et l'indapamide. D'accord? Donc, 3 molécules, vous les gardez dans votre tête que si vous voulez une couverture de 24 heures de votre patient, vous avez soit l'amlodipine, soit le perindopril, soit l'indapamide. Alors, troisièmement, la couverture du pic matinal. Alors, ça va de soi. Si tu mets un médicament qui a un rapport Val-Epic élevé de plus de 75% et un médicament que tu es sûr qu'il va couvrir les 24 heures, et bien là, tu es tranquille parce que tu vas te dire que j'ai mis un médicament qui va me couvrir le pic matinal, d'accord? Et donc, que je vais protéger mon patient par rapport au risque cardiovasculaire et aux événements cardiovasculaires, notamment le risque d'AVC. Quatrièmement, la prise unique. Bien évidemment, la prise unique, alors, je vais le même truc, c'est que si tu veux donner une prise unique, c'est que tu dois être sûr que tu as donné un médicament qui couvre 24 heures. Et là, je vous ai mis l'étude qui m'a touchée, franchement. C'est une étude américaine donc, qui a trouvé que plus du tiers de patients qui étaient polymédiqués préféraient mourir plus tôt que de prendre un traitement à vie. Et que 8% de ces patients étaient capables de donner 2 ans de leur vie et en contrepartie, tu leur enlèves un comprimé. Et ça, c'est très important, c'est très touchant, d'accord? Et puis, là, l'autre étude, ils ont pris plus de 4700
83 patients qui étaient hypertendus et ils ont trouvé que ces patients hypertendus qui prenaient un traitement antihypertenseur allaient au bout d'une année, 50% de ces patients allaient arrêter leur traitement. Donc, de ça, vous avez compris que vous-même, si vous mettez le patient sous 2 traitements ou 3 traitements antihypertenseurs, certainement, là, vous le voyez tout le temps, تقول لك حبست هذا ولكن خليت هذا. هذا جينيرالي حبسته وهذا خليته. هذا تقعد لي ولكن راه بقى عندي هذا الآخر. Donc, de là, il ne faut pas mettre le patient, il faut essayer au maximum de mettre le patient sous un traitement, je reprends, un traitement antihypertenseur qui a un rapport valet-pic élevé, qui couvre les 24 heures, qui te couvre le pic matinal. D'accord? Et là, comme c'est mentionné dans les recommandations, choisir un médicament, on l'a vu, l'étude Ascot variabilité que je vous ai présentée tout à l'heure, un médicament qui va agir sur la variabilité tensionnelle, donc notamment l'amlodipine et l'hydroperidone. D'accord? Donc là, j'insiste sur, là je vous ai mis des points d'exclamation, c'est que pour dire l'efficacité de l'amlodipine dans le traitement de l'hypertension artérielle, donc comme je l'ai dit, c'est une molécule, donc c'est parmi les plus anciennes parce que l'amlodipine, je pense que le brevet d'IALA, il a été déposé vers les 1982, donc c'est parmi les plus anciennes. C'est une molécule qui a une sécurité importante, donc surtout par rapport aux gens qui ont peur de prescrire d'autres molécules en ayant peur par rapport à la calémie ou à la fonction rénale. Deuxièmement, c'est une molécule qui couvre les 24 heures, qui a démontré dans l'étude Ascot variabilité son action sur la variabilité tensionnelle, sur la couverture du pic matinal, son rapport valet-pic qui est élevé et que si vous voyez très bien, c'est que les principales molécules, ce sont, il y a un effet antihypertenseur puissant et qui ont démontré la diminution de la mortalité cardiovasculaire, se sont associés à l'amlodipine. D'accord? Alors, et là, c'est la réduction du risque d'AVC. Donc, c'est de mettre un médicament qui a, dans les études, donc, montré son efficacité sur la réduction du risque d'AVC. Et là, on voit que l'amlodipine, elle a démontré la diminution du risque d'AVC de plus de 35%. Alors là, je vous ai mis cette plaque de recommandation de l'ESC 2018 pour vous montrer la stratégie thérapeutique. Alors, pour vous montrer que 2018, je vous ai mis Hadidiel 2018, pour vous montrer que les recommandations, ça change et qu'il faut suivre pour comprendre l'évolution de la réflexion et l'évolution des études. Alors là, c'est la plaque de recommandation, bien sûr, la plaque de recommandation de la stratégie thérapeutique de l'ESC 2018. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que quand tu veux démarrer un traitement, tu démarres par une bithérapie, yani un traitement combiné avec une pilule unique. Alors ça, bien sûr, vous de la plaque, vous cherchez à l'intérieur de recommandations qui vous que ceci est valable, sauf quand tu as une HTA grade 1, c'est-à-dire qu'un patient qui vient te voir pour 15,5 de tension, bien évidemment, tu ne vas pas mettre une bithérapie. Donc c'est logique, même si ce n'est pas écrit ici. Ça, c'est premièrement. Donc l'HTA grade 1, tu commences par une monothérapie, pas par une bithérapie. Et deuxièmement, c'est qu'ils mettent que le sujet âgé, tu peux démarrer par une monothérapie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le sujet âgé, tu ne vas pas viser 12, 13 de tension, tu vas viser 14, entre 140 et 150 mm de mercure, parce que déjà, il a un système neurovégétatif qui est un peu altéré et le risque d'hypotension orthostatique est élevé. Alors là, ils vous mettent que initialement, tu démarres par un traitement combiné associant un inhibiteur du SRA plus un inhibiteur calcique. Alors, si le patient il est contrôlé, c'est bon. S'il n'est pas contrôlé, tu vas rajouter un diurétique. Et là, ils ont mis ici diurétique. D'accord? Et pour vous tous, c'est diurétique thiazidique. Très bien. Et même dans les recommandations, ils mettent diurétique thiazidique. Et que si ça ne marche pas avec la trithérapie associant un inhibiteur du SRA plus un inhibiteur calcique plus un diurétique thiazidique, là, tu vas penser à l'HTA résistante et donc tu vas rajouter un demi-comprimé d'aldactone. Alors là, dans les recommandations de l'année dernière, bien évidemment, ils ont gardé la même stratégie thérapeutique, voilà, inhibiteur du SRA plus inhibiteur calcique. Si ça ne marche pas, donc inhibiteur du SRA plus un inhibiteur calcique plus des diurétiques. Sauf que, comme vous voyez ici, dans les recommandations, c'est mis diurétique thiazidique light. Chenille thiazidique light, c'est 2 molécules. Actuellement, il y a la chlortalidone, on ne l'a pas au Maroc, et l'indapamide. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que de la plaque, j'ai galéré pour la trouver. Alors, de la plaque, où, comme vous voyez, ça date de 2011. C'est qu'ils ont pris tous les traitements diurétiques qui sont utilisés dans le traitement de l'HTA et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comparé leur durée d'action. Et là, si vous voyez que toutes les associations thérapeutiques que vous mettez à base d'hydrochlorothiazide, dorénavant, vous devez garder en tête
que l'hydrochlorothiazide, il ne couvre pas 24 heures. Donc, si tu mets ton patient sous un traitement combiné à base d'hydrochlorothiazide, tu sais que au petit matin, il va. Toi, bien sûr, comme médecin, moi-même, qu'est-ce que je fais quand l'attention, bien sûr, parce qu'il a le traitement donc le rapport va l'épique mais parce qu'il vient de prendre son médicament. Mais lui, quand il est vers 4 heures ou 3 heures du matin, il est sous monothérapie, il n'est plus sous bithérapie. D'accord? Parce que l'hydrochlorothiazide, sa demi-vie, elle est de 6 à 18 heures. Et que les autres, la chlorthalidone, on ne l'a pas. Et bien sûr, c'est celle qui a la demi-vie la plus élevée. Il couvre plus de 24 heures. C'est pour ça que je reviens sur la plaque, que les dernières recommandations, vous mettez un inhibiteur du SRA, si ça marche, plus un inhibiteur calcique, que si ça ne marche pas, vous rajoutez un diurétique. Est-ce que ce diurétique doit être un diurétique thiazidique-like, pas un diurétique hydrochlorothiazide, thiazidique-like, c'est-à-dire soit la chlorthalidone qu'on n'a pas, soit l'indapamide. Alors là, la dernière partie, je vous ai mis juste cette plaque pour vous dire ce que j'ai déjà dit initialement, c'est que quand vous traitez un patient hypertendu, il faut le voir dans sa globalité. Que tu n'es pas seulement hypertendu, on doit rechercher aussi s'il y a un diabète qui est déséquilibré ou un diabète de découverte récente. Il faut voir le bilan lipidique. D'accord? Parce qu'il faut faire une prise en charge globale du patient hypertendu et agir sur les facteurs de risque, tous les facteurs de risque pour diminuer le risque cardiovasculaire global du patient. Alors, en conclusion, la nouvelle stratégie actuelle de 2020-2021 de la prise en charge thérapeutique de la pression artérielle. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il faut privilégier la bithérapie, sauf, comme je l'ai mis ici, chez le patient âgé et quand vous avez, comme j'ai dit, une HTA grade 1. Utilisez des molécules qui couvrent le 24 heures, qui protègent le cœur et le cerveau, le rein et la rétine, qui agissent sur le remodelage vasculaire, qui diminuent la rigidité artérielle, qui couvrent les 24 heures, qui assurent un contrôle tensionnel et une baisse des chiffres tensionnels sur la pression artérielle systolique, diastolique et la pression artérielle centrale et qui diminue la variabilité tensionnelle. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, c'était très clair. Bon. Il y a des questions. Bon. On commence les questions. Bonsoir, conduite à tenir devant une HTA sévère, plus de 21,10. C'est présenté au cabinet du médecin généraliste. Merci beaucoup, Cèdre. Alors, quand tu as une HTA sévère, donc d'abord, tu m'as s'assurer de la sévérité de l'HTA. Tu dois prendre la pression artérielle à 3 mesures, tu vas éliminer la première mesure, tu vas garder les 2 dernières mesures. Quand tu vas garder les 2 dernières mesures, tu vas les moyenner. Si c'est supérieur à 18-11, donc c'est effectivement une HTA sévère. Devant une HTA sévère, tu as 2 choses. Tu as la prise en charge diagnostique et tu as la prise en charge thérapeutique. Pour la prise en charge diagnostique, tu dois premièrement te dire pourquoi ce patient il a une HTA sévère et donc est-ce qu'il a une HTA secondaire au-dessous. Et donc, tu ne vas pas te jeter sur le bilan d'HTA secondaire, tu vas juste demander le bilan initial. D'accord? Un bilan initial d'HTA, ou comme sodium, potassium. Et potassium, pourquoi? À la recherche d'une HTA hypocalémiante. Si tu as une HTA hypocalémiante, là, tu vas te dire peut-être que le patient il a un adénome de Cohn, ou un phéochromocytome, ou une sténose bilatérale des artères rénales. Donc, je l'envoie à un centre spécialisé. Tu demandes le bilan rénal pour voir s'il y a une insuffisance rénale sévère qui est responsable de l'HTA. Alors, si ton bilan systématique, ton examen clinique, ton interrogatoire, que le patient il ne prend aucun traitement qui peut augmenter les chiffres tensionnels. L'interrogatoire est normal. L'examen clinique est strictement normal. Que le bilan systématique initial d'HTA, il est normal. Là, dans les recommandations, tu dois commencer le traitement immédiatement à base d'une bithérapie, associant un inhibiteur du SRA plus un inhibiteur calcique. Docteur Najih, si vous permettez, toujours dans cette question, parce que nous, on a une petite confusion en tant que médecin généraliste, quand on a des chiffres tensionnels très augmentés qui dépassent les 20-21, on commence à penser aux urgences hypertensives.
Et là, si vous permettez pour faire la différence, parce que normalement, il faut qu'il y ait une souffrance d'un organe noble, est-ce que vous pouvez nous éclaircir davantage? Alors, effectivement, l'HTA sévère, alors il faut garder en tête que l'HTA sévère, c'est l'HTA grade 3. C'est un patient qui a fait élever ses chiffres tensionnels progressivement jusqu'à 24 ou les 22. D'accord? Donc, c'est un patient, il est l'HTA grade 1, l'HTA grade 2 ou l'HTA grade 3. Donc, pour toi, dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, c'est une pathologie qui est chronique. L'HTA sévère lié à l'HTA grade 3, c'est une maladie chronique. Donc, tu vas mettre un traitement, tu vas expliquer au patient que les chiffres tensionnels, et demain, il prend son traitement ou qu'il le pharmacien. Donc, c'est une maladie qui est chronique et que la normalisation des chiffres tensionnels, normalement, elle se fait entre 3 et 4 semaines. Et qu'il faut effectivement faire baisser les chiffres tensionnels, d'accord? Alors, il y a l'HTA sévère. Alors maintenant, l'urgence hypertensive, comme la définition d'urgence hypertensive, d'ailleurs, on l'a fait l'autre fois, le webinaire des urgences hypertensives, la définition, c'est une élévation brutale des chiffres tensionnels qui a entraîné une souffrance d'organes. Il est le patient il n'a pas de signe d'AVC, il n'a pas d'hémiparésie, il n'a pas une aphasie, il n'a pas une paralysie faciale, il n'a pas de signe neurologique. C'est neurologique, il y a un patient qui est venu avec une paralysie faciale, une aphasie motrice ou une aphasie sensitive, il y a une hémiparésie, il a un signe neurologique. Tu n'as pas de signe neurologique, tu n'as pas de trouble visuel, tu n'as pas de signe d'insuffisance cardiaque. Le patient, tu as fait le CG, il n'a pas d'infarctus du myocarde. Le patient, il n'a pas de signe d'atteinte rénale imminente. Brutalement, il a fait les œdèmes. Donc, tu vois, le patient, il est devant toi. Il se plaint depuis quelques semaines de céphalée, bourdonnement des oreilles. Il vient avec des signes d'HTA chroniques. Tu prends la tonne, tu trouves une pression artérielle qui est élevée, supérieure à 18. Le reste de ton examen clinique, il est normal. Donc là, tu es dans l'HTA sévère. Tu n'es pas dans l'urgence hypertensive. L'urgence hypertensive veut dire, je le répète, une élévation des chiffres tensionnels associée à une souffrance d'organes. Souffrance d'organes étant des signes d'atteinte neurologique, il y en a surtout l'AVC ou l'encéphalopathie hypertensive, des signes d'atteinte rétinienne, surtout l'HTA maligne avec une diastolique qui est supérieure à 13, des signes d'atteinte cardiaque ou des signes vasculaires, le très rare de la dissection de l'aorte. Vas-y, Fassina, continue. Bon, on a une question de Dr Benchkron. Pour l'automesure, est-ce qu'on rejette aussi la première mesure? Non, non, non. L'automesure, on ne rejette pas la première mesure. L'automesure, le patient, dans tous les cas, le papier de l'automesure, normalement, donc, il prend la pression artérielle 3 fois le matin et 3 fois le soir, le matin avant la prise du médicament. Donc, il prend sa pression artérielle à 2-3 minutes d'intervalle. Il note les 3 mesures le matin et les 3 mesures le soir. Tu fais la moyenne de toutes les mesures. Tu n'élimines l'automesure aucune mesure. D'accord. Si on diagnostique HTA et bilan, on l'adresse chez le cardio pour écho-cœur et bilan retentissement, quel rythme doit-on l'adresser, le redresser chez le cardio? Merci. Alors, normalement, si tu as un patient qui est uniquement hypertendu, que tu as mis sous traitement, qui est contrôlé, et donc tu as fait ton électro, tu as trouvé par exemple juste une hypertrophie ventriculaire, alors là tu l'envoies chez le cardiologue. En général, on trouve les comptes rendus, une cardiopathie hypertensive. Cardiopathie hypertensive, c'est le fait de trouver une HVG, d'augmentation de la masse myocardique. Parfois on trouve une oreillette gauche qui est dilatée, qui signe l'augmentation chronique des pressions de remplissage, d'accord, une anomalie de la fonction diastolique. Donc ça signe la cardiopathie hypertensive. Donc si on a uniquement une cardiopathie hypertensive, là, vous pouvez adresser votre patient au cardiologue une fois par an ou une fois tous les 2 ans, d'accord, pour une échographie cardiaque. Alors maintenant, si vous trouvez autre chose, par exemple que votre HTA, il est compliqué. Compliqué de quoi? Compliqué, d'ACFA. Il y a le CG, qu'on fait l'indice de Cornell. Donc, si tu trouves un patient qui est passé en ACFA, il doit voir le cardiologue tous les 3 mois.
D'accord, parce que déjà, il est hypertendu, donc le score de chasse aurait été élevé. Le patient, il doit avoir un traitement anticoagulant. Donc, le patient, il doit être suivi par le cardiologue tous les 3 mois. Deuxièmement, si le patient, il a des signes d'insuffisance cardiaque congestive. Et un ICID, il est venu, tu as trouvé des crépitants, ou la flécographie cardiaque, il te répond qu'il s'agit d'une dysfonction systolique. Il doit voir le cardiologue tous les 3 mois. Mais sinon, si le patient, il est uniquement hypertendu et qu'il a juste de l'HVG, là, il faut voir le cardiologue pour une échographie cardiaque une fois par an ou une fois tous les 2 ans si le patient il est bien hypertendu, il est bien contrôlé et qu'il est asymptomatique. Je dis bien asymptomatique. Alors maintenant, il faut sensibiliser le patient. C'est-à-dire que tu lui dis, c'est un facteur de risque cardiovasculaire et qui augmente par 3 le risque de cardiopathie ischémique. Et donc, je vais si tu as des signes cardiovasculaires, la dyspnée. Deuxièmement, la douleur thoracique. Ce sont des palpitations qui vont te renvoyer vers un patient qui commence à faire des accès de fibrillation auriculaire. D'accord? Il doit consulter devant tout symptôme cardiovasculaire, il doit partir voir le cardiologue. D'accord? D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une préférence de prendre le traitement avant, après ou au milieu des repas? Franchement, les patients dialyse, voilà, j'ai des épigastralgies et tout, de préférence qu'on voulait te faire et tu prends le traitement dial. D'accord, merci. Si vous pouvez, bon, si vous pouvez nous citer les études où seule l'amlodipine a montré ses preuves, car à Scott, il y a amlodipine perindopril qui a fait le mieux. Les études, franchement, de l'amlodipine seule, moi, je ne les ai pas maintenant en tête parce que beaucoup d'études, il y a l'amlodipine, quand l'étude Camelot, il y avait l'étude Value, il y avait l'étude Ascot. Donc, plusieurs études, ils ont été faites par l'amlodipine qui est associée à d'autres produits. Mais déjà, le fait que vous voyez les principales combinaisons thérapeutiques, les plus fortes, elles ont été faites à base d'amlodipine. D'accord? Donc, ce qui renvoie vers l'efficacité du traitement. Mais moi, franchement, maintenant, je n'ai pas une étude même faite par l'amlodipine seule. Je ne l'ai pas en tête. On va demander les gens de l'amlodipine et je vous l'envoie par mail ou là, par WhatsApp. Pfizer. C'est le Wafa. En cas de variabilité, est-ce qu'on peut surveiller par MAPA ou à quel rythme? Alors, moi, ce que je fais, c'est que quand je fais un holter tensionnel, par exemple, alors un patient que j'avais, alors le patient, il était sous un traitement, on ne va pas citer de nom, donc effectivement, un traitement au canfil hydrochlorothiazide, et quand il venait me voir, le patient, il avait des chiffres tensionnels qui étaient équilibrés au cabine. Alors, le patient, il est parti, et puis il a fait une hémorragie conjonctivale. Quand lui, il prend sa tension, elle est normale. Et il m'envoie sur WhatsApp, voilà, ma tension, elle ne dépasse jamais 14. D'accord? Donc, mais les qui j'ai dit, moi aussi, je prends la tension 2-3 fois, elle est strictement normale, il n'y a pas d'élévation des chiffres tensionnels. Donc, ce patient, je lui ai placé le holter tensionnel. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé, comme la prochaine fois, les cas cliniques d'HTA, une variabilité tensionnelle qui est très importante. C'est-à-dire que le patient, il fait des 18 de tension. Il monte et il redescend. Il monte et il redescend. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le traitement initial qu'il avait et j'ai mis une association à base d'amlodipine plus perindopril. Et 4 semaines après, j'ai refait le holter. Et il faut voir avec la variabilité tensionnelle comment elle a été réduite de façon significative. La prochaine fois, je vais vous montrer le cas clinique. Elle a été réduite de 80 à 90%. Comme vous voyez, c'est caricatural. داكشي علاش فريمون في الاول الى عقلتو مزيان في لي زاني باسي راه كيقول لك choisis un traitement anti-hypertenseur que tu veux et ils te mettent les recommandations qu'il n'y a pas de différence entre les traitements anti-hypertenseurs, tous les traitements se valent. Maintenant هما غادي بشويه déjà par exemple déjà في les recommandations internationales le fait d'enlever le diurétique thiazidique من les recommandations ça c'est pas facile. راهم داروا thiazidique là كيف ما وريتكم قبيله يعني chlorthalidone ou indapamide يعني بان la réflexion et la prise en charge thérapeutique mondiale actuellement, elle va effectivement vers des molécules. Il y a de grandes études qui ont montré la réduction de la mortalité cardiovasculaire, qui agissent sur les 24 heures. Les patients qui paralysie faciale. Et bien toi, tu comprends maintenant parce qu'il n'y a pas la couverture des 24 heures. Parce que le médicament
n'agit pas sur la variabilité. Parce que le patient, même si tu trouves les chiffres tensionnels normaux chez toi au cabinet, eh ben, quand il part travailler, il fait des pics tensionnels. Et ça augmente le risque cérébral et le risque cardiaque. Oui, c'est sûr. S'il vous plaît, le traitement de l'HTA chez la femme enceinte en 2021. لقيت الدوميت يمكن ما كاينش. Bon, le premier traitement, le plus ancien, l'ancienneté de la médecine. Donc, le traitement, le première intention, il y a l'aldomètre. Donc, tu mets l'aldomètre, tu commences par 500 mg. Il est en rupture. Il est en rupture. Tu mets du Loxène. Le Loxène va. Et puis tu peux mettre le bêta-bloquant parce que le bêta-bloquant, bien sûr, il n'est pas contre-indiqué chez la femme enceinte. Tu as un risque, mais chez le troisième trimestre, de retard de croissance intra-utérine, d'hypoglycémie du fœtus. Mais dans tous les cas, les médicaments que tu peux mettre, c'est l'aldomètre. Si l'aldomètre est en rupture, tu peux mettre du Loxène et rajouter. Loxène comprimé. Là, Loxène 20 mg. Loxène la posologie. Un comprimé x3. Un comprimé x3. ديال 20. D'accord, c'est quand tu as 2 ou dial 20 tu as 3 ou la femme enceinte vaudrait mieux mettre le 20 c'est plus maniable que tu as un comprimé x3. Tu arrives mieux à contrôler la pression artérielle. Donc, aldomètre, si tu n'arrives pas avec l'aldomètre, tu rajoutes du Loxène. Et si tu n'arrives pas, tu peux mettre un bêta-bloquant si la fréquence cardiaque de la patiente le permet. Il y a une patiente qui a 62 fréquences cardiaques, tu vas rajouter un bêta-bloquant. Donc, pour être facile, l'aldomètre, mettez du Loxène 20 mg. On a l'AMM, la femme enceinte, les bêta-bloquants. Loxène, l'AMM, les bêta-bloquants. Oui, عندهم l'AMM pour la femme enceinte. Alors pour la femme enceinte, le bêta-bloquant le plus que tu peux mettre, c'est soit le métoprolol, le lopressor, métoprolol de 100 mg, soit le propanolol, la Vlocardie. D'accord. Mais dans tous les cas, les gynécos qui disent la ténormine, c'est pas contre-indiqué, mais tu la laisses vraiment en dernière intention parce qu'elle est très forte et elle est la plus pourvoyeuse de retard de croissance et d'hypoglycémie fœtale. D'accord, merci. Si HTA résistante à une trithérapie, à quelle dose ajouter l'aldactone? Merci. Alors, Hadi, c'est une question très importante. Pour vous, notre groupe, si vous avez un patient que vous avez mis sous trithérapie à dose optimale et la dose maximale de tous les traitements, je dis par exemple n'importe quoi. Vous avez mis amlodipine 10 mg, vous avez mis perindopril 10 mg ou bien irbesartan 300 ou bien losartan 100 et que vous avez rajouté de l'indapamide, de l'indapamide. Mais l'hydrochlorothiazide 25. Donc, par exemple, tu as mis une amlodipine 10 mg, ça c'est sûr. Tu vas rajouter un inhibiteur du SRA, soit un ARA2, soit un UC à dose maximale, et que tu as rajouté de l'indapamide. L'indapamide. Le patient n'est pas contrôlé. Tu t'assures, chose que je fais, il prend son traitement. Si tu es sûr que le patient il a pris son traitement, qu'il est sous trithérapie, que tu as augmenté la dose des 3 traitements, tu l'envoies chez le cardiologue. Allah yjazikum bikhair, ne rajoutez pas l'aldactone. Si vous rajoutez l'aldactone, le patient il peut se contrôler. On va passer, et c'est arrivé 2-3 fois, on peut passer à côté d'une HTA secondaire, donc l'aldactone, d'ailleurs, la slide. L'aldactone, c'est écrit noir sur blanc dans les recommandations que le rajout de l'aldactone, 25 mg, doit être fait par le cardiologue et dans un centre d'experts. Donc, oubliez l'aldactone, ne mettez pas les patients qui ont une HTA résistante, une tumeur sous aldactone. Donc, là, la trithérapie, vous l'adressez. Trithérapie, on va d'abord s'assurer qu'il n'y a pas d'HTA secondaire. Par exemple, je demande initialement enjeu scanner des artères rénales, coupe fine sur les surrénales, je demande le bilan biologique kamel. Il est normal, je rajoute les 25 mg d'aldactone. D'accord? Donc, le message, s'il vous plaît, ne rajoutez pas l'aldactone. Donc, si vous êtes à 3 traitements antihypertenseurs à dose maximale, associant de l'indapamide, j'insiste, donc vous pouvez envoyer le patient à votre cardiologue correspondant. D'accord, merci. Quelle indication pour l'association en amlodipine statine?
Amlor Plus. Oui, Amlor Plus, donc tu vas le mettre. Amlor Plus, tu vas le mettre chez un patient qui a une HTA, bien évidemment associée à une dyslipidémie. D'accord, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, si tu as un patient avec un risque cardiovasculaire élevé, quand c'est la plaque, mais j'ai tenu la présentation, là c'est pour ça que je l'ai enlevé. Donc, si un patient il a un risque cardiovasculaire élevé avec plus de 3 facteurs de risque, tu es en mesure de mettre le patient sous association inhibiteur calcique plus une dose de 10 mg d'atorvastatine. ميرسي أستاذتي. نزيدو نكملوا أستاذة ولا عييتي؟ ماشي مشكل، زيدي واحد une à deux questions. D'accord. S'il vous plaît, même si c'est une question banale, veuillez s'il vous plaît détailler mesures hygiéno-diététiques et le régime pauvre en sel. Alors, شوف, les mesures hygiéno-diététiques, بها سهلة. أول حاجة tu prends le poids, l'IMC du patient et donc غتعطيه un régime ou là tu l'envoies chez le diététicien ou là je pense nombreux d'entre vous ils font vous faites هادشي ديال la diététique تقدر تتبع معاه pour la perte de poids. Ça c'est premièrement. Une activité physique, je voulais تخرج تمشى 20 minutes par jour, ne serait-ce qu'un jour sur deux. Et deuxièmement, l'alimentation dialogue, diminuer l'apport en sel هنا في les recommandations 6 à 8 grammes de sel par jour. انت bien sûr المريض ما غاديش يحسبها في les dernières recommandations تيقول لك 5 grammes. المريض bien sûr ما غاديش يحسبها. Donc حنا في le contexte ديالنا par exemple انا اش كنقول لهم le pain et la salade sans sel. يعني تقدر دير فوق منه je sais pas un peu d'huile d'olive ولا شي حاجه, mais dans tous les cas le pain et la salade هادو بجوج يكونوا sans sel. والماكله ديالك تكون normal, ما تكونش hyper salée ou ما تكونش sans sel parce que tu peux pas le mettre sous régime sans sel. Actuellement, le régime sans sel, c'est pour les patients qui sont en grande insuffisance cardiaque congestive. Quand on le régime sans sel, en attendant de les décongestionner. Mais sinon, un patient hypertendu, il a le droit 5 grammes de sel par jour. 5 grammes de sel par jour, le contexte marocain Diana, étant le pain sans sel, du pain complet bien sûr, la salade sans sel, et bien sûr, il peut mettre un peu de sel, mais hyper salé ou là, mais sans sel, et bien sûr, il y a des aliments salés, où il faut insister. Les aliments salés, les olives, les cornichons, éviter le fromage, le fromage qui rit, la vache qui rit, camembert, gruyère, à éviter toutes les boîtes de conserve. Donc, c'est très important. Donc, s'il fait ça, déjà, Ramzian. Et il ne faut pas négliger d'expliquer aux patients que le régime peu salé, parce que le régime peu salé, bien conduit, il peut entraîner à lui seul une diminution des chiffres tensionnels de plus de 20 mm de mercure. D'accord. دكتور طاهري فينا هو؟ واحد ما خليتينيش ندوي. فوالا شتك قطعتي الميكرو. استاذه واحد السؤال ميم انا راني باغا نسول هذه القضيه. Quel anti-inflammatoire donné en cas de colique néphrétique hyperalgique chez un hypertendu sans crainte d'effets secondaires? Là, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. Moi, je traite pas. C'est le néphro qui... Enfin, l'utilisation des anti-inflammatoires chez l'hypertendu, ou bien sûr, parfois... Vraiment, c'est contre-indiqué. Précaution d'emploi, ce n'est pas une contre-indication, c'est une précaution d'emploi. L'HTA n'est pas une contre-indication au traitement INS. Le traitement INS, il va te faire augmenter un peu les chiffres tensionnels, mais dans tous les cas, parce que j'ai des amis pneumo qui m'appellent, par exemple, je lui envoie le patient qui dit il est en crise d'asthme, c'est pas grave, je mets des corticoïdes pendant 3 jours. Bien évidemment, pas de souci. C'est les trucs au long cours. Donc, c'est un truc à gérer en multidisciplinaire. Quand tu as le traitement d'HTA, il est bien contrôlé. Tu vas le mettre sous une dose de corticothérapie de courte durée, il y a 3 à 5 jours maximum. Ou faites les 3 à 5 jours, attention. Donc, حيد الملح بمره. هنا فين غدير ليه sans sel. غتقول لي هاد لي 5 jours اللي كتاخذ لي كورتيكويد ما تاخذش معاهم نهائيا الملحه. Là, tu es tranquille. Tu sais que même s'il va y avoir une élévation des chiffres tensionnels, tu vas avoir une élévation de 15 à 16. C'est la catastrophe. Si il y a l'élévation. Mais oui, il peut rester stable. Moi, je pense que c'est la même chose. Déjà, au cours de la crise de colique néphrétique, tu as l'augmentation des chiffres tensionnels, non pas seulement avec les ANS, mais la douleur. D'accord? Donc, moi, je ne sais pas quel anti-inflammatoire privilégier. Ça, franchement, je n'ai pas la réponse. Mais tu peux discuter avec le néphrologue. Le patient, tant qu'il y a 3, 4, 5 jours de traitement, il y a un régime sans sel. Tu le mets sous un bon traitement et il surveille sa pression artérielle 1 fois par jour.
Merci à Ousseda. Exactement, l'utilisation des ANS n'est pas une contre-indication, c'est une précaution d'emploi. C'est une question qui a été très controversée entre cardio et néphro. Maintenant, le risque, surtout rénal, avec l'utilisation des ANS avec le système rénine-angiotensine, ça reste une grande question. Moi, je voudrais vous parler de deux choses, Ousseda, si vous permettez. D'abord, les bêta-bloqueurs canaux, c'était parmi les premiers antihypertenseurs qu'on avait. Maintenant, l'utilisation d'Yelhom, surtout FLASH-TA, quelle est la place du bêta-bloqueur en première intention FLASH-TA? Alors, quelle est la place des bêta-bloqueurs hors HTA, à savoir l'insuffisance cardiaque en post-IDM et tout? Si vous pouvez nous éclaircir sur ce sujet, s'il vous plaît. Alors, comme je l'ai dit la présentation, c'est que les bêta-bloquants, ils ont régressé le traitement de l'HTA, mais le traitement d'autre chose. On ne parle pas d'infarctus, on ne parle pas de toutes les cardiopathies ischémiques. On parle d'HTA. C'est que les médicaments actuellement, l'optique c'est d'avoir un médicament qui a des propriétés il doit couvrir les 24 heures et il doit agir sur la morbimortalité cardiovasculaire et il doit agir sur le remodelage, il doit diminuer la rigidité vasculaire, agir sur la paroi et protéger le cerveau et le cœur et protéger les reins. Or, les bêta-bloquants, ils n'ont pas montré le flash-TA, je dis bien flash-TA, la protection cérébrale et la protection rénale ou HCM. Donc, c'est pour ça qu'ils ont régressé. Alors maintenant, l'indication, les prêtes, les bêta-bloquants à utiliser en première intention, c'est l'HTA adrénergique du sujet jeune. Un sujet jeune qui n'a pas bien sûr une HTA sévère, il y a une HTA adrénergique. Ça, c'est l'indication de première intention du traitement par les bêta-bloquants. D'accord? Un sous-groupe très rare, c'est les patients qui ont un syndrome d'apnée obstructive de sommeil. Les patients, ils répondent bien aux bêta-bloquants. Mais ce sont des entités qui sont rares par rapport aux autres. La deuxième question, c'est concernant, donc, vous avez bien parlé d'organoprotection. Si vous pouvez nous classifier rapidement quelles sont les molécules néphroprotecteurs et les molécules cardioprotecteurs et protection cérébrale. Alors, les deux molécules, la protection maximale sur le cœur, c'est le pérandopril et l'amlodipine. D'accord? Donc, à double protection cardiaque, d'accord? Pour la protection cérébrale contre l'AVC, c'est le pérandopril et l'amlodipine. Alors, le pérandopril, il a montré son efficacité sur la protection cérébrale de l'AVC, protection primaire et la protection secondaire. C'est-à-dire, un patient hypertendu qui a fait un AVC, tu vas le mettre sous pérandopril. D'accord? Mais le maquillage de l'AVC, tu as deux molécules qui vont le protéger de l'AVC, c'est le pérandopril et l'amlodipine. D'accord? Alors maintenant, pour la protection rénale, bien sûr, plein de molécules. Tu as les artans, tu as les IEC et tu as l'amlodipine. On a une question de l'Algérie. Une consoeur de l'Algérie, elle vous dit bonjour, Allah Ibarak, très intéressant, pour un sujet diabétique ou insuffisant rénal. Les seuils des chiffres tensionnels pour diagnostic de HTA au cabinet, automesure ou MAPA, laquelle sont-ils les mesures seuil pour un sujet normal? Alors oui, pour le sujet insuffisant rénal ou diabétique, les seuils de définir une HTA, soit au cabinet, soit par automesure, soit par Holter, sont les mêmes que le sujet normal. D'accord? Par contre, tu as la cible thérapeutique qui est différente. C'est-à-dire qu'un sujet normal, tu vas cibler inférieur à 14/9. D'accord? Chez un sujet diabétique, tu vas viser entre 120 et 130. Chez un sujet qui a une insuffisance rénale, tu vas viser entre 130 et 140. Mais pour la définition, les seuils de définition d'hypertension artérielle, pour l'instant, c'est les mêmes. S'il vous plaît, quel est le meilleur moment pour la prise de traitement, matin ou soir?
Ouais, tu vois les kangourous من الصباح. Et si tu mets un patient, si tu mets un patient sous un traitement qui couvre les 24 heures, là, tu n'auras pas la réflexion, bien évidemment. فهمتي حيت انت حاط المريض sous un traitement qui va couvrir les 24 heures. Donc, tu n'as pas la hantise si tu vas le mettre le matin ou le soir. Mais la prise de traitement antihypertenseur, c'est le matin. Je pense que tu vois les laboratoires pour le rapport Valipic, le médicament quand il a sa concentration minimale par rapport à la concentration maximale dialo, la concentration maximale que les heures suivant la prise. Et donc, moi qui me les patients, il a besoin de son traitement antihypertenseur le jour quand il est en activité. Il est en activité. C'est là où il a besoin d'avoir un traitement antihypertenseur avec une concentration maximale. Ce n'est pas la nuit parce que la nuit, il va dormir. D'accord. Ça, qui dit, c'est le raisonnement. Alors maintenant, il a les recommandations actuelles, le fait de mettre une monothérapie avec un traitement qui couvre 24 heures, et même si tu mets ton patient sur un traitement que tu es sûr qu'il va couvrir les 24 heures, là, le patient, il est couvert. Tu ne vas pas te soucier, mais il a qu'à dire, je mets les patients d'Yali le matin, après le petit déjeuner, il prend son traitement. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, le 30, Inch'Allah, pour la maladie angineuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Smihilna, wallah, smihilna, les questions. Il y a beaucoup de questions, mais on ne peut pas rajouter. خلي حتى المرة الجاية إن شاء الله. دكتور طاهري عندك شي ajouter ولا شي question اللي باقا عندك ولا شي حاجة زعما. Dire merci et on tâchera à répondre aux questions, Inch'Allah, par email, par message pour toutes les questions, parce qu'il y a plein d'autres questions qui n'ont pas été traitées. Merci, docteur Najih. À très bientôt. Et à bientôt. Notre congrès vous attend le 3 et 4 septembre. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Tabeba. Merci beaucoup. Merci à Pfizer. Merci à l'assistance. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci pour l'agence. Merci à vous. Merci à vous, madame. Au revoir. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Je vais vous mettre ça. Je vais vous retrouver.